Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Casa Foot, votre balado vidéo-diffusion portant sur toute l'actualité de la Bundesliga et du football allemand en français. Mathieu Lemay, votre animateur au micro et en vidéo qui vous retrouve pour un nouvel épisode, accompagné du Kaiser, son complice de toujours et grand ami David Lortolari, à l'offrande. Guten Tag, je sais pas si c'est le concerne. Comment vas-tu aujourd'hui? Allô Mathieu, salut à tous. Ça va bien, ça va bien. On est assez emballé, en tout cas pour ma part, par les sourires qu'on voit dans l'équipe nationale d'Allemagne, par la concurrence dans les clubs en Allemagne qui m'a l'air tout à fait intéressante cette saison sur le plan sportif, pardon. Donc là, je suis très très football dans cette première impression que je vous donne, mais voilà, c'est quelque chose d'appétissant et j'espère que la saison va nous emmener comme ça dans les compétitions qu'on préfère, c'est-à-dire la Bundesliga, l'Europe et puis l'équipe nationale vers des belles joies sportives. Il y a d'autres aspects évidemment extra-sportifs, mais pour ce qui est du sportif, je trouve qu'on a bien démarré cette saison, cette fin d'été et ce début d'automne. Effectivement, c'est d'ailleurs le premier sujet que je veux aborder avec toi, c'est cet aspect positif de ce début de saison en Bundesliga. En effet, on a une vraie course pour l'instant après 2 mois d'activité en première division allemande. Qui aurait cru ça? Mais moi, personnellement, j'en suis le premier avis. Tu n'es donc pas tout seul. On retrouve tellement d'équipes qui sont serrées au niveau du total des points en ce début de saison qu'on souhaite que ça reste comme ça pendant toute la saison. Alors, j'ai envie de poser comme première question, penses-tu que ça va demeurer serré entre quelques équipes? Parce que là, dans le groupe de tête, on retrouve bien sûr le Bayern Munich, mais on retrouve des équipes comme Francfort. Bon, l'Eintracht Francfort, on sait que c'est une bonne équipe, mais pourrait-on s'attendre à ce qu'elle soit comme ça à la lutte pour la tête du classement? Ça, j'en suis moins sûr. Le Bayer Leverkusen est toujours là, malgré ce que certains considèrent comme un départ un petit peu au ralenti. Mais attention, ils ont quand même bien réussi leur entrée en Ligue des Champions notamment. Il y a Fribourg, malgré le départ de Christian Streich, qui connaît un très fort début de saison aussi. En fait, il y a que le Borussia Dortmund qui semble avoir des problèmes à l'allumage, mais ça, on va en parler un petit peu. Et il y a d'autres équipes comme ça, donc, qui luttent pour la tête, dont certains qu'on ne voyait pas venir. Alors, est-ce que tu penses que cette compétitivité, cette parité va demeurer pendant une bonne partie de la saison, voire, on l'espère, pendant toute la saison, David, au regard de ce que tu as vu en ce début de saison? Oui, 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 oui. Il me semble qu'il y a plusieurs éléments qui vont dans ce sens, des choses assez fiables, assez solides, assez crédibles. Effectivement, Leipzig en premier, qui sera peut-être, on peut prendre date avec notre émission d'aujourd'hui, qui sera peut-être le candidat le plus féroce. Il y a des ambitions affichées. On n'a pas donné officiellement d'objectif de points, on n'a pas donné officiellement d'objectif de place, on n'a pas donné, on n'a pas dit objectivement, on n'a pas dit officiellement, il nous faut X trophées cette saison à Leipzig, mais on sent bien qu'on en est tout près. C'est-à-dire que l'objectif du club, c'est de rester dans la course jusqu'à la toute fin, en championnat évidemment d'abord. En Ligue des Champions, il y a eu 2 défaites un peu difficiles à digérer, donc il faudra évidemment rebondir. Le chemin paraît peut-être plus long. Puis il y a la Coupe aussi au plan national, la Coupe d'Allemagne. Leipzig veut continuer d'avancer. Et continuer d'avancer, ça veut dire tutoyer le Bayern, ça veut dire lutter pour les titres, les trophées. Donc ça déjà, c'est un argument. On ne va pas rentrer dans les détails peut-être sur cette vision d'ensemble, mais à Leipzig, il y a suffisamment de choses qui peuvent abonder dans ce sens. Des individualités fortes, une remise en question permanente, une pression des dirigeants, qui est une pression de la performance telle qu'elle existe chez Red Bull en général, aussi bien dans le sport qu'à côté. Donc je Mais pense ça, que c'est la conséquence du titre du Bayer Leverkusen. Je crois savoir qu'on s'est aussi, dit au sein de la direction sportive du Red Bull, ben, si exact. Leverkusen est capable de remporter Voilà. le titre, pourquoi pas nous? Voilà. Donc ça, eux sont des concurrents plus que sérieux. Leverkusen, justement, c'est évidemment une vraie problématique, un vrai défi pour le club et pour Xabi Alonso de reproduire les efforts
et les réussites, les succès de la saison dernière, c'est très compliqué parce que bien sûr, quand on a atteint le sommet, est-ce qu'on est prêt à refaire les mêmes efforts semaine après semaine, jour après jour, les 50 centimètres qui sont nécessaires pour gagner un duel, les efforts après la 90e minute, la 90e minute pour aller chercher la victoire, le point qui était quasiment perdu, pas sûr. Pas sûr. Et puis surtout, il y a aussi pour les joueurs cette espèce d'Eldorado de la Ligue des Champions qui font que peut-être qu'en championnat, les performances vont se diluer. Mais l'équipe reste très forte. C'est quand même assez bien renforcé, de manière très, très périphérique, mais tout de même. Aleix Garcia, ça va compter au milieu de terrain, la recrue souhaitée par Xabi Alonso. Donc Leverkusen, crédible. Crédible en Ligue des Champions, crédible en championnat, va être à la lutte. Je ne les vois pas s'écrouler au-delà de la 4e place. Enfin bon, Non, moi Xabi non Alonso... plus. Je trouve qu'ils ont juste besoin de resserrer les boulons en défense et l'équipe Exact. va retrouver très rapidement la voie du succès parce qu'en attaque, ça produit. Et je regarde les statistiques, c'est très comparable aux mêmes stats qu'ils avaient l'an dernier. C'est-à-dire qu'il y a très peu de déchets, on est très très solide techniquement et le style de jeu semble, pour les matchs que moi j'ai pu voir, et on l'a vu contre le Bayern de Munich lors du verdict nul qu'ils ont eu dans un excellent match, nous ont montré qu'ils avaient les ressources pour être vraiment dans la continuellement cette saison dans la compétition. Est-ce qu'ils vont gagner le titre à nouveau? C'est là que c'est plus compliqué, je suis d'accord avec toi. Oui, oui. Ensuite, pour continuer ce petit panorama, Stuttgart, qui était deuxième la saison dernière, le vice-champion, est un peu en retrait, mais il y a quand même de très forts bons signaux. Denis Sundav est en train de s'affirmer, il est resté, il a été confirmé, il est resté. Il était prêté, maintenant il est installé à Stuttgart et il performe. Là, il a été absent ces derniers jours, mais il est attendu comme un joueur fiable et pour performer sur du long terme. À côté de lui, Demirovic, venu d'Augsbourg, très bon, qui a encore montré avec la Bosnie contre l'équipe d'Allemagne qu'il pouvait être un vrai bel attaquant. C'est quand même du costaud. Donc Stuttgart sera aussi dans les parages. On se demande en Allemagne si ça sera à la 3e, 4e, 5e, 6e place. Mais Stuttgart va être crédible cette saison aussi. On peut avoir une sensation comme on a eu la saison dernière. Tu as évoqué Francfort. Je pense qu'avec ce duo d'attaquants Ekitike-Marmouche qui cartonne en ce moment, Marmouche, meilleur buteur du championnat égyptien, 8 buts. Déjà, il est devant Harry Kane, donc c'est quand même des arguments. Alors peut-être, je suis d'accord avec toi, sur les 34 journées, ça ne sera pas suffisant, mais pour l'instant, ils sont deuxième. C'est très bon. Dortmund, c'est une vraie problématique et je ne les vois pas pour l'instant, parce qu'il va leur falloir du temps pour intégrer les préceptes de Şahin, pour intégrer les recrues, pour que certaines prennent le costume de leader, comme Julian Brandt, on a l'impression, ou Emre Can, toujours critiqué, on a l'impression que pour Dortmund, c'est un peu en retrait, mais voilà, on a déjà cité 3, 4, 5 clubs qui peuvent, sinon chipper le titre au Bayern, du moins rivaliser jusqu'au printemps, et ça, c'est une vraie satisfaction, parce que j'ai entendu, moi, pendant les 3, 4, 5 dernières saisons, plein de confrères, plein d'éditorialistes, sur les ondes de Radio France, sur Eurosport, sur RTL, les médias un petit peu reconnus. Votre Bundesliga, c'est toujours le Bayern qui gagne. Il y a une espèce de championnat à deux vitesses. Il y a l'ogre et puis les autres. On a quand même l'impression cette saison, factuellement, le Bayern n'a pas d'avance, d'une part. Et d'autre part, tous les clubs qu'on a cités ont des arguments crédibles pour bien figurer. Certains sont engagés en Ligue des Champions, ça va peser. D'autres non. Et peut-être pourrait-il en profiter. Et on n'a peut-être pas cité tout le monde, mais voilà, on a déjà un beau panorama pour dire que jusqu'au printemps, on peut être à peu près sûr qu'il va y avoir quelques écuries qui vont faire la course au moins. Ben, peut-être que ça profite à Fribourg qui n'a pas de compétition européenne et qui connaît tout un début de saison alors qu'on avait des craintes que la succession de Christian Streich, que cette équipe allait tomber au classement. Ben, pour l'instant, il n'en est rien. Mais on aura l'occasion de revenir avec du OSC Fribourg éventuellement. Je veux qu'on parle rapidement de, justement, dans ce groupe de tête, il y a toujours des petites questions en vrac qui me viennent à l'esprit. D'abord, concernant le RB Leipzig qui connaît tout un départ, est-ce qu'ils ont vraiment ce qu'il faut pour tenir la distance? Parce que j'ai toujours l'impression qu'il y a des points d'interrogation en défense. Ça semble être toujours leur talon d'Achille. En attaque, j'ai aucune crainte. Ils ont un terrible duo en Benjamin Sesko et Luis Openda. Luis Openda, ça a été toute une acquisition l'an dernier. Il a terminé dans le top 5 des meilleurs buteurs et il est parti encore une fois pour être encore dans le top 5.
Alors, Marco Rose semble avoir le contrôle de la situation. Il a renouvelé le milieu de terrain qui est encore efficace, malgré le départ de certains vétérans. Mais là, maintenant, je me pose la question, est-ce qu'ils ont défensivement ce qu'il faut pour tenir? Parce que dans les longues distances, dans une saison qui est un marathon, à un moment donné, tu as besoin de ta défense dans certains matchs. Est-ce qu'ils ont ce qu'il faut pour tenir de façon à rester dans la course au titre? Alors, ils ont, mais il y a deux écueils. Le premier, ça tient à l'identité même de RB Leipzig et des autres clubs qui gravitent dans cette galaxie Red Bull. Ça tient à cette identité qu'il y a beaucoup de roulements. Donc, même avec des super joueurs, on pense à Simakan, l'ancien de Strasbourg sur des saisons récentes. On pense à Bitsiabou, qui est venu de la région parisienne, du Paris Saint-Germain. On pense au jeune Gertruida, qui est arrivé, le néerlandais. On pense à Loukeba. Ça fait quand même plein de jeunes joueurs qui sont très talentueux, mais qui ne sont pas alignés sur 4, 6, 8, 10 matchs d'affilée. Donc ce roulement en défense, il peut être un désavantage. Parce que par ailleurs, il y a quand même quelques tauliers. Willy Orban, le défenseur, est une figure désormais du club. Et alors, il ne joue pas toujours, mais il est quand même un taulier de la défense. On peut compter sur David Raum aussi, qui est très offensif, mais qui est quand même quelqu'un qu'on retrouve régulièrement sur son côté gauche. Et puis, on peut espérer que des joueurs comme Klosterman ou Benjamin Henriks, l'un plutôt dans l'axe, l'autre plutôt sur le côté, et vice-versa, parce qu'en fait, ils peuvent jouer à deux postes, soient un petit peu des encadrants de cette défense. Donc je suis moyennement idéaliste, moyennement optimiste vis-à-vis de ça, mais je pense qu'ils sont armés quand même pour bien figurer dans les 3 premiers dans le classement de Bundesliga. Après, en Ligue des Champions, évidemment, c'est encore autre chose, parce qu'il faut du vice, parce qu'il faut une expérience qu'on ne peut pas mesurer. Mais oui, l'attaque dont tu parlais, le milieu de terrain qui est quand même bien fourni, et cette défense qui est certes en roulement permanent, mais qui a quand même beaucoup de talent devant un gardien qui, pour le coup, lui, est très expérimenté, Goulachi, ça tient quand même la route. Alors, est-ce que ça lutte sur 34 journées avec le Bayern? Pas forcément, mais en tout cas, c'est l'objectif affiché. Oliver Minslav, le patron à Leipzig, a dit encore récemment, nous, on n'entend pas lâcher l'affaire jusqu'à la 34e et dernière journée. Donc, on peut leur faire confiance pour mettre la pression sans arrêt. Est-ce que les jeunes la tiendront à voir? Est-ce que le roulement, qui est encore une fois cette identité à RB Leipzig, ne pourrait pas se retourner un peu de temps en temps contre le club? À voir, parce que quand on joue sur plusieurs compétitions, c'est bien aussi de faire ce qu'on appelle dans un mauvais français du turnover. Moi, je ne vois pas trop de difficultés à ce niveau-là, mais tu as raison dans un sens. On n'a pas la sensation que RB Leipzig soit une espèce de forteresse défensive hyper fiable et qui puisse, par exemple, sur un match aller-retour de 180 minutes, dans un match compliqué de Ligue des Champions, qui puisse être totalement épargné par des erreurs. On pense à l'époque Upamecano, il y avait quelques erreurs par-ci par-là. On pense à l'époque récente, il y en a eu aussi. Quelques bourdes là déjà en début de saison, j'ai pas tout en tête, mais il y a eu quelques buts encaissés un peu malheureux, un peu bizarres. Ça va dans ton sens. Encore une fois, le talent et les arguments pour parler de cette équipe comme d'une équipe fiable et plutôt bien équilibrée, même si elle penche vers l'avant, sont réels. Moi, j'ai l'impression que ce qui va faire la différence, c'est face à certains adversaires prenables, il faut que le RB Leipzig n'échappe pas ce genre de match. C'est souvent dans ces matchs-là que Leipzig perdait le titre. C'est quand il y avait des matchs où justement on concédait des mauvais buts face à des équipes prenables. C'est à chaque année, c'était souvent l'histoire qui se répétait. Si on parvient à éviter ça cette année, là, Leipzig sera un candidat vraiment valide pour le titre. Oui. Maintenant, une des surprises de ce début de saison, c'est l'Eintracht Francfort, et en particulier un attaquant international égyptien, encore jeune, Omar Marmouche, qui domine, croyez-le ou non, le championnat des buteurs en Bundesliga. 6 buts au compteur, 3 buts de plus qu'Harry Kane. Qui l'eût cru? Il y a aussi les succès du nouveau venu Hugo Ekitike. Certes, il était arrivé en fin de saison, il avait déjà commencé à faire sentir sa présence, mais dans mon entourage, il y a des gens qui m'ont posé des questions. Est-ce que Ekitike va être capable de s'intégrer avec cette équipe? Il y avait des doutes. Moi, j'ai dit attendons voir, et finalement, il semble bien intégré.
il ne faut pas oublier non plus la part comme meneur de jeu de Fares Shaibi. Mais globalement, cette équipe-là de Francfort, dirigée par Dino Topmoller, déjà l'an dernier, ils avaient montré de belles choses. On se rappellera qu'ils avaient battu le Bayern de Munich 5-2. Et là, cette année, ils sont revenus de l'arrière pour faire un match nul de 3-3, exposant encore une fois, selon moi, la carence du Bayern de Munich, c'est-à-dire la défense. Je pense que Vincent Kompany le sait, mais probablement que dans le projet, il y va une étape à la fois. Mais lors des derniers matchs, et ça explique peut-être aussi la défaite en Ligue des Champions, je pense que le Bayern, on connaît un peu là où se trouve leur talon d'Achille. Mais là, je parle de Francfort. Est-ce qu'on s'attendait à un tel début de saison, notamment de la part d'un attaquant, Omar Marmouche, qui, rappelons-nous, on l'a titularisé parce que Randal Colomwani, l'année dernière, avait été vendu au PSG. On avait vendu pratiquement tous les autres attaquants. On pensait qu'il n'y avait même plus d'attaquants avec l'Eintracht Francfort. Et là, après un an, en ce début de saison, le meilleur buteur, il est à l'Eintracht Francfort pour l'instant. Bon, est-ce que ça va durer? On n'en sait rien. Mais ce qu'il nous montre, ce Omar Marmouche, c'est quand même impressionnant. Et ce que nous montre l'Eintracht Francfort est impressionnant aussi. Oui, c'est une équipe qui, pour rappeler un peu le contexte, est installée dans le premier tiers. Eintracht Francfort, culture européenne, trophée un peu loin dans le passé maintenant. Les plus jeunes de ceux qui nous écoutent n'étaient pas de cette génération, mais trophée déjà gagné sur le niveau européen. Finale récente en Europe. Je crois que c'était contre Chelsea qu'il y a eu une défaite douloureuse récemment, mais Francfort est un club de calibre européen, avec un public de calibre européen, l'un des meilleurs d'Europe. On se déplace par dizaines de milliers à Francfort, n'est-ce pas? Un stade moderne, super, et du savoir-faire. Du savoir-faire chez les entraîneurs, chez le staff, et puis un club plutôt performant. Sensation quand même par rapport à la place que le club occupe actuellement. Mais on est sur des bases assez solides. La saison dernière, c'était juste derrière Dortmund de mémoire, devant Hoffenheim, donc installé pour de bon dans la hiérarchie du football allemand. Topmöller est un entraîneur qui a un papa qui est une légende du football allemand, Klaus Topmöller. C'est Dino qui officie maintenant, et Dino Topmöller est suffisamment armé dans sa connaissance du football, technique et culturelle, pour être capable de faire des choix. Alors, je ne rentre pas dans les détails parce que je ne suis pas un très très fin connaisseur des arcanes du club, mais il a été capable de faire des choix forts cette saison. Il a fait des choix sur ses adjoints notamment. L'expertise sur le recrutement est reconnue à Francfort aussi. Tu as mentionné à très juste titre l'intégration de Marmouche, la suite de Randal Colomwani qui avait fait une grosse saison avant de partir vers la France, de retourner vers la France si on suit son parcours de vie. Et derrière, on s'est armé pour sa succession. Et en fait, il n'y a pas tellement de mauvais choix. Alors, il y en a eu quelques-uns, mais ils sont passés un peu sous les radars. Des choix moyens, récents, avec notamment Raphaël Borré, qui n'a pas été exceptionnel avec cette équipe, mais il y a quand même de très bons choix. Et il y a encore des choses en magasin qu'on n'a pas encore vues. Et Bimbe, c'est bien. Mahmoud Daoud, milieu de terrain, c'est bien. Tu as parlé de Shaibi, c'est bien. Mario Götze peut apporter de belles choses, encore et toujours. Elias Sriri, le Tunisien, venu de Cologne, c'est vraiment pas mal. Ansgar Knauf, ancien de Dortmund, c'est bien aussi. Il a sa mission, sa fonction sur le côté pour dynamiter un peu les offensives. Ça fonctionne avec une certaine modestie parce qu'il ne se prend pas pour quelqu'un d'autre. Marmouche et Ekitike, ça c'est la grosse sensation de la saison. Ces deux-là sont rapides et techniques et il y a une espèce d'émulation commune entre les deux. Igor Matanovic, le Croate, qui est arrivé de Saint-Pauli il y a déjà, je crois, 3-4 ans. Pareil, il prend le temps aussi de s'installer, 21 ans, un très très grand gabarit qui rappelle les attaquants des numéros 9 pur jus. Il va aussi trouver sa place dans un système qui est quand même très flexible, malgré
la permanence du 3-5-2, des 3 défenseurs centraux, avec cette signature très Francfort. Donc voilà, plein d'arguments sur les individus, sur la structure, sur le système de jeu. Et bon, je ne vais pas dire qu'on l'avait anticipé, parce que c'est quand même la sensation de ce début de saison. Francfort est dans la lutte, avec des attaquants qui marchent très bien. On ne va pas imaginer un Marmouche à 35 buts cette saison. C'est peut-être pas encore du calibre de Harry Kane, mais aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, ils sont en pleine bourre, en pleine euphorie, en pleine confiance, Mathieu, et ils sont à leur place pour aller gratter une place peut-être dans le top 4, top 5. Si c'est mieux, ce sera vraiment sensationnel. Mais il y a un savoir-faire, il y a de la matière, il y a de la pertinence dans les choix, des patrons qui se mettent pas en avant. Et ce qui est surprenant, c'est que le sportif, enfin surprenant, c'est pas surprenant, mais c'est intéressant et positif pour l'Eintracht Francfort, c'est que le sportif est au devant, est au premier plan. Pas comme à Dortmund, où on n'arrête pas de se demander qui va prendre le dessus entre Sebastian Kehl, Lars Ricken, l'entraîneur, le patron. Est-ce que M. Watzke va se retirer tranquillement ou pas? Est-ce que la succession va bien se passer? On n'a pas ce questionnement avec Francfort. C'est le sportif qui est au premier plan, médiatiquement aussi. Je pense que ça leur réussit beaucoup en ce début de saison. De là à savoir si ça va durer plusieurs mois jusqu'à la fin de saison, peut-être pas. Il y a peut-être moins d'arguments sur le talent global, sur la qualité de l'effectif que RB Leipzig, mais c'est une équipe qui est à sa place, peut-être un peu au-dessus, peut-être en surperformance avec ses 2 attaquants actuellement, mais c'est bien parce qu'elle est venue déranger le Bayern et montrer qu'on pouvait trouver des points faibles à ce Bayern en marquant 3 buts quand même contre l'équipe de compagnie. Ouais, mais historiquement, je remarque que Francfort a souvent du succès contre le Bayern Munich, même lorsqu'ils perdent. C'est le genre d'équipe qui, on dirait, aime bien se frotter aux Bavarois, peu importe le type de formation ou le type de saison qu'on connaît. En passant, je trouve que c'est un stade magnifique à Francfort, mais ça, c'est juste une petite parenthèse que je voulais souligner. On va voir si ça va se poursuivre. En tout cas, c'est bien de voir un jeune attaquant comme Omar Marmouche exciter les compteurs comme ça et venir un peu jouer les troubles de fête dans une course au buteur où on voyait Harry Kane et Serhou Guirassy. Ce qui m'amène d'ailleurs à parler du Borussia Dortmund, qui connaît un lent départ malgré ses acquisitions. On passe à Max Bayer et Serhou Guirassy, bien sûr. Alors, certes, Guirassy a été blessé, mais lorsqu'il a joué, il a quand même inscrit 3 buts en 4 matchs. Comme quoi, il aura un impact s'il est en santé. Ça, je pense que ça saute aux yeux. Mais on semble avoir un peu de mal au niveau de l'allumage du côté des jaunes et noirs. Alors, si on exclut la blessure à Guirassy, comment ça se fait que le Borussia Dortmund a du mal comme ça à l'allumage en début de saison? Alors, je peux comprendre, et on en avait parlé lors du premier épisode, que le nouvel entraîneur voulait revenir à l'identité fondamentale du Borussia Dortmund, c'est-à-dire une identité un peu plus au niveau axée au niveau de l'offensive, au niveau de la possession et à moins de pragmatisme de contre-attaque comme on l'avait montré l'an dernier de façon à obtenir des résultats et même un beau parcours en Ligue des Champions, faut-il le rappeler. Mais là, on sent que ce retour à une forme d'identité fondamentale, c'est pas si évident que ça, notamment pour certains joueurs qui étaient peut-être habitués à jouer autrement l'an dernier. Je parle de ceux qui étaient bien entendu présents et les nouveaux venus qui doivent encore s'intégrer au sein de cette formation. Alors, j'imagine que ça doit jouer là-dessus. Alors, donc, pourquoi ce retard à l'allumage s'il y a d'autres choses auxquelles on n'a pas pensé? Et est-ce qu'éventuellement, surtout avec le retour de Guirassy, les choses vont finir par se replacer et Dortmund va redevenir une équipe compétitive, bien que je ne les vois pas remporter le titre à la fin de la saison de toute façon, là? Oui, alors, comptablement, il n'y a pas le feu. Comptablement, on n'est pas très loin du leader, 4 points de retard. Mais si on regarde un peu plus en détail, il y a quand même des signaux pour ce début de saison, pour ces premières semaines de compétition, des signaux négatifs. On n'a pas beaucoup marqué de buts. On en a encaissé quand même déjà 11, c'est-à-dire près de 2 buts encaissés par match sur le championnat. Donc ça veut dire qu'en attaque, on n'a pas encore trouvé tous les automatismes qu'on voudrait, et qu'en défense, ça flotte. Ce n'est pas un très bon signal sportivement. Ça veut dire qu'il va falloir du temps. Il y a un décalage entre les attentes et le concret.
Il y a eu une semi-déification de Nouri Sahin parce que c'était un formidable joueur, parce qu'il est très aimé, il a beaucoup de crédit. Mais il y a un décalage entre ce qu'on imaginait que Nouri Sahin pourrait proposer comme jeu et ce qu'il est capable de faire aujourd'hui avec l'effectif qu'il a. Donc ça, ce sont quand même déjà des premières remarques, des premiers signaux. Je les ai commentés, moi, en direct contre l'Union Berlin, cette défaite de mémoire 1-2 après avoir été mené toute la partie. On n'a pas la sensation que le Borussia Dortmund aujourd'hui est capable de rouler, de maîtriser, de rouler sur une équipe comme Union Berlin, de maîtriser une équipe comme Union Berlin, qui est une équipe qui continue d'avoir cette même identité que par le passé, c'est-à-dire hargneuse, combative, accrocheuse, qui va chercher les duels, qui va chercher les miettes et qui va exploiter les failles de l'adversaire. Dortmund s'est fait prendre par cette équipe-là, par une équipe qui est quand même pas programmée pour aller chercher les 5 premières places. Donc ça, c'est mauvais signe. C'est mauvais signe dans la mentalité collective et individuelle. Sur le plan individuel, il y a des questions. Est-ce que Emre Can est capable d'assumer un vrai rôle de capitaine? Il a été confirmé dans ce rôle-là. Très bon joueur, hein. Passé riche, il est passé par Leverkusen, il est passé par la Juventus à Turin, il est passé par des clubs de standing et il a fait de belles choses aussi en équipe nationale. Ça n'empêche qu'aujourd'hui, son rôle de capitaine est questionné. Les individus, mentalité d'un Schlotterbeck, malgré tout son talent et malgré ses sélections en équipe nationale, à questionner. Il continue de faire des erreurs défensives. Niklas Süle peut être performant quand il est au top de sa forme, mais ce n'est pas 365 jours par an. On le sait, Mathieu aussi. On a l'impression que des joueurs qui ont une vraie mentalité, on pense notamment au Norvégien Ryerson en défense, sortent tellement du lot aujourd'hui, alors qu'ils ne sont pas les plus grands talents du football européen, qu'en creux, ça signifie que ceux qui ont plus de talent qu'eux répondent pas à l'appel. Et ça, c'est pas très bon. À Dortmund, on attend que Julian Brandt fasse de la magie au milieu de terrain, on attend que Marcel Sabitzer montre les muscles, parce qu'il a fait un très bel Euro avec l'Autriche notamment. On attend que Maxi Bayer soit aussi bon qu'il était à Hoffenheim. C'est le cas dans aucun ça n'est le cas dans aucun des exemples que je viens de citer. Duranville, le pauvre Duranville, qui est montré comme un super talent, ce jeune homme, est tout le temps blessé. Sébastien Haller s'en est allé. Daniel Malen n'est pas constant. Jamie Gittens, qui a marqué 2 buts, puis on s'est dit, ah ouais, super joueur de différence, etc. Les matchs d'après, il n'est pas titularisé ou il n'est pas performant. Nouri Sahin fait des choix parfois un peu curieux dans son coaching en cours de match. Et puis, ce que je disais un peu plus tôt dans notre session, on a l'impression qu'à Dortmund, la hiérarchie n'est pas encore bien installée dans les couloirs du club. Il y a des rivalités entre messieurs Sébastien Kehl, Miss Lintat, Lars Ricken, qui est amené à être le nouveau patron tout court, monsieur Watzke qui continue d'avoir de l'influence. Dortmund ne répond pas pour l'instant aux attentes. Encore une fois, pas de précipitation dans nos jugements par rapport au classement en Bundesliga. En Ligue des Champions, ça va aussi, mais ce n'est pas forcément un très bon signe, Mathieu, parce que ça semblerait vouloir dire que des joueurs comme Adeyemi, leurs yeux brillent et leurs jambes pétillent quand ils sont en Ligue des Champions, mais en championnat, ça serait presque un peu trop ordinaire pour eux, quoi. Et donc, on va pas faire peut-être les efforts contre des équipes comme Union Berlin, comme Wolfsburg, comme des équipes qui vont lutter pour ne pas sombrer. Dortmund en est déjà à combien? Un match nul et 2 défaites dans le championnat en 6 journées. Un match nul et 2 défaites en 6 journées, c'est beaucoup. C'est beaucoup quand on veut lutter pour le titre. Or, Dortmund entend, qu'elle l'a dit en fin de saison dernière, entend lutter pour le titre. Dernière petite chose, la psychologie collective. Ne sous-estime-t-on peut-être pas ce traumatisme du titre quasi acquis il y a maintenant un peu plus d'un an? Dernière journée contre Mayence, une victoire suffisait. À la maison à Dortmund, finalement match nul. Le Bayern va chercher le titre et arrache le titre à Dortmund à la dernière journée, à la 89e minute. Est-ce que ce traumatisme-là ne flotte pas encore sur les
dans les couloirs du club. J'en ai la sensation aussi. C'est pas mesurable mathématiquement, mais ce titre quasi acquis, cette occasion incroyable de revenir au sommet du football national, qui a été échappé, qui a été lâché, est-ce que ça n'a pas été un traumatisme? Voilà, beaucoup quand même de questionnements en ce début de saison qui font que si on additionne un peu tout ça, Dortmund, qui est 7e actuellement, avec Stuttgart qui le menace, donc il pourrait même être 8e, parce que Stuttgart, clairement, aujourd'hui, est plus fort que le Borussia Dortmund, je dis bien aujourd'hui, avec plus de certitude, plus dans le jeu, dans les têtes des joueurs, dans la tête de l'entraîneur peut-être aussi. Ça fait beaucoup, et c'est peut-être une frustration pour les supporters qui sont nombreux, mais pour l'instant, Dortmund, tu l'as dit, je confirme, n'est pas en mesure de lutter pour gagner le titre en fin de saison. Il va peut-être falloir aussi digérer le départ d'un leader comme Marco Reus également, afin de trouver en son sein qui va devenir un peu le vrai leader ou le capitaine. Le départ de Hummels aussi. Quoique, à un moment donné, toute bonne chose à une fin, on voyait qu'Hummels avait ralenti. Il fallait renouveler le bloc défensif aussi, alors c'est correct. Mais ça démontre un peu comme dans d'autres équipes de foot, quand tu renouvelles l'effectif et que tu veux l'améliorer, il ne faut pas s'attendre à ce que la fluidité, l'harmonisation du collectif s'installe automatiquement. Surtout qu'avec les compétitions cet été, j'imagine qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps pour certains clubs afin de se préparer. Je sais qu'on parle beaucoup de surcharge des calendriers, il y a des rumeurs de grève qui pointent le bout du nez, les joueurs commencent à être mécontents devant ce que j'appellerais les cadences infernales, comme on dit chez vous. Bref, ce sera un dossier à suivre. Mais moi, j'ai l'impression que le Borussia Dortmund, éventuellement, une fois qu'ils vont trouver la bonne carburation, ça sera une équipe à surveiller. Ils l'ont démontré fréquemment. Peut-être qu'en deuxième moitié de saison, ça sera l'équipe à surveiller aussi quand même. Maintenant, pour le titre, je trouve que c'est encore un peu court par rapport à d'autres équipes qui ont un peu plus d'assurance ou un peu plus, qui ont montré un peu plus disons, de garantie, si je puis dire. Ben, ça fait un peu le tour de ce début de saison en Bundesliga, quoi qu'on pourrait évoquer d'autres surprises. J'ai parlé de FC Fribourg, mais on pourrait aussi parler, tu l'as mentionné un peu, de l'Union Berlin qui connaît un début de saison surprenant. Mais on pourrait dire que c'est un retour aux fondamentaux pour cette équipe. On est revenu un peu à la base de ce qui en a fait le succès depuis son arrivée il y a un peu plus de 5 ans en Bundesliga, même si Urs Fischer, évidemment, qui était l'un des bâtisseurs, a quitté. Comme quoi, finalement, la Ligue des Champions était peut-être un trop gros morceau pour cette formation. Ce retour à la normale semble leur avoir fait du bien. Mais là, on arrive au nœud de ce qui a fait les manchettes de l'actualité au cours des derniers jours. J'avoue que c'est ce que j'aime parfois quand on couvre ce genre de sujet. Il arrive toujours quelque chose auquel on ne s'attend pas. Et j'avoue que celle-là, on ne l'a pas vu venir et ça suscite déjà beaucoup de discussions. C'est le retour de Jürgen Klopp dans le monde du foot et en Allemagne en particulier. Mais, alors qu'on s'attendait à ce que peut-être il redevienne entraîneur d'une formation allemande, au contraire, il a été plutôt choisi nouveau patron au sein de la synergie Red Bull. Alors, évidemment, on se disait, ça va susciter de l'excitation, etc., etc. Eh bien, pas du tout. Ça ne fait pas l'unanimité, cette nomination de Jürgen Klopp au sein de Red Bull, même que ça suscite des débats, des discussions, même, je pense, plus enflammées que ce à quoi on s'attendait. Alors, David, toi qui es au cœur de cette actualité et qui suit le dossier dans les deux langues officielles, le français et l'allemand, même en anglais, puisque je suppose qu'on doit en parler, Jürgen Klopp ayant travaillé en Angleterre récemment, bien sûr, excellent entraîneur à Liverpool. Comment un homme qui a pourtant une reconnaissance et qui a fait rayonner en tant qu'entraîneur l'Allemagne en dehors de son pays, avec les succès qu'il a connus avec Liverpool notamment, on se rappellera que c'est lui le dernier qui a amené Dortmund en tête du championnat en Bundesliga. Ça remonte à loin tout ça, mais quand même, c'est quelque chose dont on parle encore. Comment se fait-il que cette nomination, qui est probablement à Red Bull, on s'est dit, on va faire je vais prendre une expression de baseball, on va frapper un coup de circuit en allant chercher Jürgen Klopp. Eh bien, ça ne fait pas l'unanimité. Est-ce que ça renvoie au fait qu'on considère encore une fois Red Bull comme étant gestionnaire d'un plastic club et c'est pour ça que ça suscite la grogne? Considérant effectivement ce conflit entre tradition et modernité, qu'est-ce qui fait que la nomination de Jürgen Klopp, qui peut-être,
on croyait que ça susciterait de l'enthousiasme, mais finalement, ça ne fait pas l'unanimité et on dirait qu'il y a comme même parfois plus de négatif que du positif qui en ressort. Il y a un élément qu'il faut. On insiste régulièrement sous différentes formes dans notre session au cours des saisons. On n'est pas du tout en Allemagne dans ce que l'on vit en Angleterre, dans ce que l'on vit en France, dans ce que l'on vit en Italie, dans ce que l'on vit en Espagne ou au Portugal. On est dans quelque chose de une structure footballistique professionnelle très identifiée à laquelle les supporters tiennent beaucoup. Le côté, ça peut paraître un peu naïf, le côté démocratique du football, c'est-à-dire cette fameuse règle des 50 plus 1 qui veut qu'il n'y a pas un investisseur comme le Qatar pour Paris Saint-Germain, Abu Dhabi pour Manchester City, ou une multipropriété comme le futur Paris FC ou des clubs au Portugal, etc. Il n'y a pas ça en Allemagne et on n'est pas prêt à lâcher, à laisser craquer cette digue-là. Ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit, ce qui fait qu'on est encore dans une forme de, moi je l'appelle romantisme, alors je ne sais pas si le mot est juste, mais simplement pour dire qu'on a des personnes, des millions de supporters qui tiennent à cette structure du football professionnel, des clubs professionnels, ce lien entre les supporters et leur direction, entre les supporters et leurs joueurs, entre les supporters et leur club, et donc incarné par des personnalités qui défendent ce modèle. C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé, et je ne suis pas un fin connaisseur du dossier, mais il y a à Hanovre un monsieur qui s'appelle Martin Kind, et il y a à Offenheim un monsieur qui s'appelle Dietmar Hopp, qui sont des fortunés présidents de club, des fortunés patrons de club, qui sont extrêmement critiqués, qui font extrêmement polémique dans le paysage du football allemand, qui sont parfois, soyons clairs, ça a été d'ailleurs à juste titre une ligne rouge, menacée de mort, parce qu'on considère qu'ils vont trop loin dans le business. Bon, et en Allemagne, ça craquera peut-être un jour sous la pression de l'échelle européenne et sous la pression du business mondial, mais aujourd'hui, on tient encore beaucoup à cela, et on estime quand on est supporter de Dortmund, un petit peu drapé dans sa probité, un petit peu sûr de ses certitudes traditionnelles, on se dit, Jürgen Klopp, il est là-dedans. C'est un entraîneur proche du public, un entraîneur qui a son parcours dans des clubs de tradition. Mayence est un club de tradition, Borussia Dortmund est un club de tradition, et évidemment Liverpool incarne, c'est la définition même, malgré ses récents propriétaires, c'est la définition même du football populaire. Je veux dire, le Kop, c'est Liverpool. Jürgen Klopp, c'est le Kop, donc c'est Liverpool. Et donc le public est forcément surpris si Jürgen Klopp bifurque, c'est très binaire comme vision, bifurque vers du business. Or, on ne devrait pas être si surpris que ça. Je l'ai été moi, j'admets. Mais on ne devrait pas être si surpris que ça, parce que Jürgen Klopp est déjà bardé d'expériences publicitaires. On le voit à la télévision dans des publicités diverses et variées. On le voit dans les journaux, dans des publicités, avec son grand sourire et sa mâchoire à 64 dents du haut, 64 dents du bas. On le voit partout. Il est là pour des assurances, il est là pour des produits de bouche, il est là pour énormément de choses. Donc il est déjà très impliqué dans le business, et Jürgen Klopp est un homme de l'économie moderne. Donc ça ne devrait pas trop nous surprendre. Et Jürgen Klopp, en plus, n'a pas déclaré, je l'ai déjà dit ces derniers jours dans différents médias, n'a pas déclaré jamais qu'il voulait incarner le rôle du dernier grand romantique de l'histoire du football européen. Il n'a jamais dit « moi, je suis contre le côté football business ». Il n'a jamais affirmé ça avec force dans une émission de philosophie ou dans une émission de grand débat tard le soir. Il n'a jamais souhaité absolument incarner ce personnage-là. Les gens sont déçus parce qu'ils imaginaient un Jürgen Klopp quelque part incorruptible, quelque part qui penserait plus à son image romantique qu'à son porte-monnaie. Jürgen Klopp est certainement entre les deux. Et certainement qu'on peut considérer et on peut accepter qu'il veuille, à titre individuel, d'une part, faire marcher son business,
et d'autre part, accéder, c'est peut-être ça le plus intéressant quand même, Mathieu, encore, accéder à des fonctions qui correspondraient à un rôle où il renoncerait au moins provisoirement, il dit même peut-être pour longtemps, à un rôle épuisant. Il a dit en conférence de presse plusieurs fois, ce rôle épuisant que Christian Streich a aussi très bien décrit, tu en as parlé tout à l'heure pour Fribourg, ce rôle épuisant de l'entraîneur au quotidien dans un club, qui est pressurisé de tous les côtés, qui doit gagner tous les matchs tous les week-ends, qui est observé en permanence, dont les mots sont scrutés dans les conférences de presse, dont les sorties sont scrutées, sont analysées, sont déformées, voilà. Et il en a eu marre de ça, on peut le comprendre. Il s'est déchiré, pour employer un vocabulaire des jeunes des années 90, pour être performant comme entraîneur à Liverpool pendant presque 10 ans, 7 ans précédemment à Mayence, 7 ans précédemment aussi à Dortmund. Et donc, si le prestige, parce que c'est un prestige aussi maintenant, cette galaxie Red Bull, vient frapper à sa porte. Et apparemment, ça a été le cas depuis plusieurs années déjà. Les patrons de Red Bull sont venus frapper à la porte de Jürgen Klopp pour lui dire « Ton expertise nous intéresse. On a besoin de toi pour avoir une expertise dans la performance sportive du football. On a besoin de toi au-dessus de nos entraîneurs de club. » Klopp a dû réfléchir. Ils ont dû entreprendre cette séduction sans doute plusieurs fois au long des années. Et aujourd'hui, Jürgen Klopp s'est dit, bah oui, ça m'intéresse, c'est un projet intéressant, c'est un projet, un vrai défi, passionnant. Et puis moi, mon analyse aussi, j'en termine par là si tu veux, Mathieu, mon analyse aussi, c'est que Klopp a réussi à battre le Bayern Munich plusieurs fois comme entraîneur, dans des matchs et tout au long d'une saison. 2011, Borussia Dortmund champion devant le Bayern. 2012, Borussia Dortmund champion devant le Bayern. 2012-2013, printemps 2013, finale de Ligue des Champions. Le Borussia Dortmund rivalise avec le Bayern, s'incline finalement en finale de Ligue des Champions. Mais Klopp a montré qu'il savait y faire, qu'il savait rivaliser avec le Bayern. Peut-être qu'il se dit, avec RB, cette galaxie, la Red Bull, Leipzig, Salzbourg, l'antenne américaine, l'antenne sud-américaine, des antennes aussi en Angleterre, donc cette espèce de position au-dessus des clubs, peut-être qu'il se dit c'est le moment et j'aurai la superficie, j'aurai la surface pour surpasser un ogre comme le Bayern Munich. Donc je pense que sportivement, ça l'intéresse aussi de voir ce qu'il peut arriver à faire et ce qu'il peut arriver à déployer avec Red Bull. Moi, ça m'a surpris. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont déçus parce qu'ils s'imaginaient un Klopp éloigné des contingences pécuniaires. Finalement, je pense qu'il se dit c'est un beau défi, ça m'écarte un peu du quotidien du banc de touche. Et tu vas peut-être me poser la question derrière, ça n'obère en rien un futur peut-être avec l'équipe nationale au-delà de 2026 ou plus tard. Il est peut-être temps pour lui un jour, comme on l'imagine avec Mourinho, même si c'est tout à fait incertain et tout à fait prophétique pour la sélection portugaise, mais on peut imaginer Klopp, c'est le rêve, je pense, et le désir de beaucoup de monde dans le football allemand, revenir un jour comme sélectionneur, un peu comme Rangnick le fait avec l'Autriche avec grand succès, comme Mourinho pourrait peut-être le faire avec le Portugal, et Klopp donc avec l'Allemagne. Donc tout ce tableau, finalement, ça se tient, ça s'emboîte, et bonne chance à lui. Effectivement, mais en fait, ma prochaine question par rapport à ce dossier-là, c'était pas tellement son futur comme en tant que sélectionneur de l'équipe allemande. On voit que c'est pas Jürgen Klopp, il est pas comme Zidane, hein, il attend pas dans les officines, mon tour va venir. C'est pas ça on sent que c'est peut-être pas ça qui l'intéresse pour l'instant. Ouais. C'est peut-être qu'il se dit Nagelsmann semble avoir le contrôle de la situation. Moi, je ne vais pas lui mettre des bâtons dans les roues. Moi, j'aimerais plutôt savoir du côté de Red Bull, qu'est-ce qu'on gagne à avoir quelqu'un comme Jürgen Klopp, à part la réputation qu'il s'est faite en tant que ses succès d'entraîneur? Parce que, en quelque part, ce groupe semble savoir dans quelle direction aller. Hein. On sent qu'au niveau de la direction, on est pas mal fidèle envers un plan sportif. On est pas mal fidèle à un plan sportif qu'on suit depuis une dizaine d'années, si je peux dire. Et je parle pas juste pour le RB Leipzig, hein. On peut parler de Salzbourg, de l'équipe au Brésil et même ici en Amérique du Nord, de New York Red Bull. On a une politique auquel on se tient de façon globale.
jusqu'à ce que tu mentionnais Ralph Rangnick, jusque dans la façon de jouer, de façon globale, et les entraîneurs qui traversent ces environnements. Donc, qu'est-ce que Jürgen Klopp va apporter maintenant qu'il a été choisi comme patron de Red Bull? Est-ce qu'il y a une volonté de vouloir propulser ce plan-là à un autre niveau? Est-ce qu'on pense qu'on se dit, on a fait le tour, est-ce qu'il n'est pas le temps de moderniser un peu le truc ou de s'inspirer d'éléments de la tradition que Jürgen Klopp connaît pour tenter de renouveler l'expérience, de renouveler le plan, de façon à ce que justement on passe à un stade supérieur pour éviter une possible régression par rapport à nos compétiteurs? C'est quoi exactement que Red Bull envisage avec cette embauche, de leur point de vue? Qu'est-ce qu'eux ont dit par rapport à ça? Alors, moi, l'expérience que j'ai avec Red Bull, et ça pourrait correspondre à cette prise de fonction, c'est en tant que commentateur sur des choses aussi variées. Ce sont des épreuves sportives qui, pour certaines, ont été créées de toutes pièces par Red Bull pour faire du spectacle avec les meilleurs. C'est cette expérience-là. Et donc, ça correspondrait au profil de Klopp. Voltige aérienne, on a pris les meilleurs pilotes du monde et on a créé une compétition spectaculaire, très télégénique, où on a fait ce championnat du monde Red Bull Air Race, qui ensuite, au bout d'une décennie, on est passé à autre chose. On a ouvert un nouveau chapitre. Mais il y avait les meilleurs experts autour du cœur géographique de Red Bull, qui se situait entre la Hongrie, l'Autriche, et puis finalement toute l'Europe et au-delà. Donc ça, c'est un premier exemple. Un autre exemple, ce sont les meilleurs sportifs dans des disciplines très spectaculaires, mais pas forcément aussi médiatiques que le football. On pense au VTT, on pense à la moto, on pense à des choses comme ça. Et on a toujours fait la même démarche, c'est-à-dire soit créer de toutes pièces, soit embrasser et faire sienne des compétitions spectaculaires avec les meilleurs, pour vraiment avoir un bijou à l'arrivée qui plaise à des télés, qui soit spectaculaire, quitte à ce que ça soit scénarisé même. Bon, mais avec les meilleurs sportifs de leur discipline, de leur secteur d'expertise. Ensuite, on a aussi voulu exposer la marque au maximum avec des gens comme Janja Garnbret dans l'escalade, superstar numéro 1 mondial de sa discipline, Max Verstappen dans la Formule 1, Baumgartner qui est sauté de l'espace pour retomber sur Terre, il était estampillé Red Bull. Donc c'est vraiment une volonté, à mon avis, d'exposer la marque et de montrer que Red Bull, c'est une puissance, une excellence sportive, commerciale, économique. Imposer Red Bull comme non seulement le numéro 1, mais finalement le seul acteur à... Il y a un peu peut-être un rêve de grandeur qui correspond au milliardaire qui était créateur de toute cette histoire, M. Mateschitz. Donc c'est là-dedans que j'inscrirais la venue de Jürgen Klopp, c'est-à-dire Red Bull, entre guillemets, ne peut pas se permettre de laisser de côté des super vedettes de leur sport. C'est vrai pour les gens en activité, les sportifs en activité, on en a cité là quelques-uns en vrac, puis c'est vrai pour les techniciens, les experts dans leur domaine. Techniciens, oui. Donc Klopp, de ce point de vue-là, me paraît correspondre à ça, parce que c'est à la fois une très grande puissance dans la marque Klopp. Jürgen Klopp, c'est une marque, et il fait partie des très rares personnalités allemandes suivies où qu'elles soient. C'est-à-dire, il y a Klopp, il y a Toni Kroos, il y a les champions du monde de basket en Allemagne. Il y aurait Michael Schumacher, si on remonte un peu dans le passé, qui était chez Ferrari et qui était le pape de la Formule 1, et puis quelques-uns comme ça. Et puis Klopp, il est là-dedans, dans ce petit cercle. Donc je pense que Red Bull veut profiter de ça, vraiment. Et alors après, pour répondre à ta question sur le plan technique, là je n'en sais rien. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que ça va être du Gérard Houllier par le passé, qui était un peu dont on avait pris l'expertise pour développer les compétences football? Peut-être. Est-ce qu'on va donner à Klopp carte blanche pour développer des nouveautés et pour aller peut-être mettre le grappin sur d'autres clubs dans d'autres régions? Peut-être aussi. Peut-être lui, avec son expertise extra-germanique, pourrait aller mettre le grappin peut-être en Angleterre sur quelques structures que ce soit. Je ne sais pas. Là, je ne sais pas. On va creuser ça dans les prochains mois, voir un petit peu
ce qui ressort de son travail. Mais je pense qu'il y a, enfin, c'est très clair, il y a à la fois la pancarte commerciale et la pancarte expertise sportive. Si on ajoute les deux, ben on tombe un peu sur Jürgen Klopp et quelques happy few comme ça qui sont à la fois des experts et des gueules de l'emploi pour continuer à faire briller la marque Red Bull. Ça va être intéressant à suivre, que ce soit l'évolution de l'opinion publique ou de l'opinion des gens par rapport à cette nomination et comment Red Bull avec Jürgen Klopp va évoluer dans ce contexte-là. Dernier sujet, la Mannschaft, puisque nous sommes en pause internationale. Il y a Julian Nagelsmann a donc fait appel à certains joueurs, sachant qu'il y a des vétérans qui ne reviendraient plus de toute façon. Ma première question concernant la Mannschaft, ce sont évidemment au niveau des choix de Nagelsmann, notamment en attaque. Il se prive de Kai Havertz et de Max Bayer et il va plutôt chercher des Jamie Leveling à Stuttgart, des Tim Kleindins au Borussia Mönchengladbach, Jonathan Burkhardt qui, si je ne m'abuse, est à Mayence, je crois. Au milieu de terrain, il va chercher Kevin Schad qui joue en Angleterre avec Brenton, si je ne me trompe pas. Angelo Stiller, lui aussi avec Stuttgart. Et en défense, il y a le retour du vétéran Robin Gosens, que moi, je ne voyais pas revenir du tout. Et au niveau des gardiens de but, pas de Tachtegen et pas de Manuel Neuer, mais on a Alexander Nubel et deux vétérans, Oliver Baumann et Jonas Blažević. Alors, il y avait des rumeurs voulant que Rudiger ne viendrait pas, mais finalement, il a été présent. Alors, juste avant qu'on revienne sur les deux matchs que l'Allemagne a disputés, comment on explique les choix de Nagelsmann, à l'exception, là, si on fait exception là, du départ de certains vétérans comme Gundogan, la retraite de Toni Kroos, etc. L'absence de Musiala, je la remarque aussi. Alors, comment on explique ces changements-là aux différents postes, peut-être moins en défense à part le retour de Gosens, mais comment on explique donc en particulier, Nagelsmann a regardé beaucoup du côté de Stuttgart dans le choix de ses joueurs. Donc, qu'est-ce qui justifie le choix de ces nouveaux arrivants avec la sélection allemande pour cette pause internationale qui inclut des matchs en Ligue des Nations? Alors, les choix de Nagelsmann, David, exactement de quoi il retourne? Il y a deux aspects qui me paraissent très importants et qui font que le public a adhéré à nouveau. Et c'est vrai qu'on a traversé quand même une période après 2014 où le public finissait par se désintéresser de l'équipe nationale, ce qui quand même est un message fort en Allemagne. Là, c'est rendu en France, là. Ah oui, exact, c'est vrai. C'est vrai que là, je parlais du désintérêt. Là. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je parle du désintérêt. Non, alors il y a deux choses. Il y a, la première chose, c'est Nagelsmann veut entretenir cette euphorie, donc il faut gagner les matchs. Il a encore répété avant et après le dernier match, gagner contre les Pays-Bas, ce qui est toujours là aussi un signal puisque c'est le voisin, j'allais dire Oni. Il n'est pas Oni, mais c'est toujours un prestige sportif qui est remis en question. Le Allemagne On va y revenir à ces matchs-là. Voilà. Et donc Nagelsmann veut entretenir cette dynamique de succès. Il l'a dit, il l'a répété, c'est important. Et effectivement, ça permet de garder des joueurs dans une atmosphère positive. On a vu plein de sourires qui font quand même plaisir parce qu'il y a eu quelques traumatismes avec 2018, avec 2022. Bon, c'était parfois pas trop mal, mais il y a eu quand même des défaites douloureuses depuis 2014 en équipe nationale avec des éliminations au premier tour qui étaient indignes. Et donc, Nagelsmann veut entretenir ça, c'est-à-dire que pour faire cela, il fait du pragmatisme et il fait venir les joueurs en forme, bien sûr, y compris des nouveaux, donc des joueurs en forme. Donc, Tim Kleindienst a fait une belle saison avec Heidenheim et il confirme apparemment pas trop mal avec Mönchengladbach, donc il est appelé en attaque parce qu'il y a deux absents de marque, et notamment, évidemment, Niklas Füllkrug, mais il est appelé pour cela. Schade, c'est pas mal, il est appelé. Burkhardt est quand même un très très bon talent offensif qui est resté sous les radars internationaux, mais qui a un beau talent offensif avec Mayence, donc on veut lui donner sa chance, etc. Il fait revenir Gnabry parce que Gnabry est en train de retrouver un petit peu une jeunesse avec le Bayern. Donc on joue sur j'avais oublié le retour de Gnabry. Voilà, mais on joue sur l'état de forme parce qu'il faut entretenir une dynamique de succès. Et ça, c'est compréhensible. Et pour l'instant, ça n'a pas été au détriment de l'harmonie générale, ni sur le terrain,
ni dans l'atmosphère autour de la Mannschaft, qui m'a l'air très bonne. Joshua Kimmich est ravi d'assumer le rôle de capitaine. Les gardiens, Nübel est ravi d'avoir sa chance. Baumann, qui a passé la trentaine et qui a fait déjà l'essentiel de sa carrière, est ravi d'avoir sa chance et d'avoir enfin été titularisé là contre les Pays-Bas, et il s'en accommode. Blaswich, qui fait une mauvaise saison pour l'instant avec Salzbourg, prêté par Leipzig, était ravi d'être là aussi. Donc tout ça voilà, participe d'une bonne atmosphère, d'une bonne ambiance. Et puis, le deuxième élément de lecture très important à mon avis, Nagelsmann construit pour réussir le mondial 2026. Donc, il a le temps, relatif, mais il a le temps. Allez, 1 an et demi devant lui. Donc, il peut faire des essais. C'est le moment de faire des essais. Pourquoi pas lancer des défenseurs pour trouver une suite à l'ère Hummels. Pourquoi pas lancer des gardiens de but pour trouver une suite à l'ère Neuer. Pourquoi pas lancer des jeunes attaquants pour revigorer l'après Thomas Müller. C'est le moment. Il l'a dit, il l'a avoué. Les consultants l'ont exprimé aussi. On peut faire des essais et on peut d'autant plus le faire qu'on garde quand même une structure qu'on assume autour de Kimmich, capitaine, qui est certes arrière droit, mais qui vient, vous l'avez vu encore, qui brûle de venir s'impliquer dans le jeu, comme toujours, avec des joueurs de grand talent, légitimes, comme le jeune Alexander Pavlovic au milieu de terrain, qui va, vous allez voir, avoir un rôle majeur comme taulier très vite au Bayern et dans cette équipe nationale, avec des joueurs qui ne vont pas réclamer à tout prix de jouer alors qu'ils sont de féroces concurrents comme Robert Andrich, milieu de terrain, très bon avec Leverkusen mais dans un rôle différent. Donc Nagelsmann a presque du confort. C'est incroyable de dire ça alors qu'on était en galère de bons joueurs il y a quelques années encore. On se disait mais l'Allemagne n'est plus un pays d'avant-centre. Aujourd'hui on ne se pose même plus la question. On se dit on a presque de la vraie concurrence qui renaît. Derrière ce Niklas Füllkrug qui a passé la trentaine mais qui est encore un bon attaquant, Klein-Dienst qui éclot sur le tard, les jeunes ailiers qui se tirent la bourre parce que Sané n'est pas sûr de sa place, Gnabry n'est pas sûr de sa place, Adeyemi n'est pas sûr du tout de sa place, et puis il y a des jeunes qui aussi apportent quelque chose. Bayer avait fait une belle saison avec Hoffenheim, à lui de se relancer maintenant avec Dortmund. Burkhardt travaille beaucoup au quotidien dans son club de Mayence et il peut avoir sa chance. Bon, ça fait un collectif qui finalement, mine de rien, n'a pas à rougir de la concurrence face à l'Espagne, face à la France, face à quelques cadors comme ça du continent et au-delà. Et Nagelsmann a réussi à remettre dans la tête de ses joueurs et des supporters de football allemand la certitude que l'Allemagne peut compter à nouveau. Pas forcément en découvrant un talent que personne n'avait vu venir, mais en agrégeant une bonne atmosphère, une bonne dynamique de travail, une bonne émulation. Et pour l'instant, ça fonctionne. Et il a l'air assez sûr de lui et tout le monde le laisse travailler. Les consultants sont dans son sens, les joueurs sont dans son sens. Et ça fonctionne pour l'instant. Victoire contre les Pays-Bas, victoire contre la Bosnie-Herzégovine. Ça a tangué de temps en temps, mais les gens passent outre. On met de côté les petits errements défensifs. Il y a une vraie concurrence. Il y a un vrai renouvellement. Les joueurs sont ravis d'avoir leur chance. C'est un bon tableau à l'heure où nous parlons. Est-ce que ça veut dire donc, juste avant de poser ma question, je remarque que dans le renouvellement de cet alignement au sein de la Mannschaft, qu'on ne passe plus tout à fait par le Bayern Munich. On sent que l'émergence de nouvelles équipes a influencé en partie aussi les choix de Nagelsmann, mais a surtout fourni des options enfin et des types de profils qui manquaient cruellement à cette sélection allemande depuis quelques années. Et ça fait du bien, ça renvoie à notre segment du début. La compétition entre les clubs en Allemagne, ça favorise l'émergence de joueurs et de talents. Et les choix de Nagelsmann le démontrent. Maintenant, on n'a plus à passer par le Borussia Dortmund ou le Bayern pour avoir une équipe nationale. On peut aller ailleurs. Et c'est là où ça devient très intéressant. Alors, j'imagine brièvement les absences de Havertz et de Musiala. Est-ce que c'est parce qu'on voulait les préserver afin de permettre de tester de nouveaux profils ou s'ils avaient quelques bobos et on n'a pas voulu, on a préféré les mettre au repos?
Oui, oui, on est là-dedans. Moussiala, très sollicité. Et là, on a appris il y a quelques heures qu'il reprenait l'entraînement de façon sérieuse, donc on va le retrouver très vite. Florian Wirtz va avoir son tour aussi pour prendre peut-être un peu de repos. On l'a vu déjà contre les Pays-Bas pour le dernier match. Mais c'est vrai, tu as raison de citer ces joueurs qui sont installés et qui vont être des porteurs de performance pour les matchs à venir. L'Allemagne retrouve avec eux une ambition sportive. On est qualifié déjà pour les quarts de finale de cette obscure Ligue des Nations et ça a été une grande fierté pour Nagelsmann qui a dit ah oui, super, mais attention, les matchs qui viennent, on va quand même s'en servir pour continuer à entretenir cette dynamique de succès, même s'il n'y a plus aucun enjeu sportif. Et donc, il va réimpliquer ces jeunes joueurs aussi. On a cité là quand même pas mal de monde pour à la fois une ossature. Havertz en fait partie évidemment. Moussiala en fait partie évidemment. Et puis des jeunes qui pointent le bout du nez, qui sont ravis d'avoir leur chance. Non, moi je trouve ça pas mal. On a toujours une incertitude malgré tout, c'est quelle défense va-t-on installer? Est-ce que Tah, Schlotterbeck et quelques autres sont de la carrure d'un finaliste d'une Coupe du Monde? Ça reste peut-être à voir. Est-ce que Rudiger va continuer d'être performant jusqu'en 2026? C'est une vraie question. Mais on a retrouvé une Allemagne avec une identité dominatrice et un jeu vertical qui plaît beaucoup. On va vers le but. On va vers le but. On n'est plus dans la possession pure, stérile qu'on avait connue, par exemple, souvenez-vous, dans cette archi-domination contre l'équipe de France, dans un tournoi récent, où l'équipe de France avait fini par passer, l'Allemagne avait fini par s'incliner avec beaucoup de regrets, avec un jeu très horizontal, avec un Kimmich qui avait fait 365 centres au cours du même match pour trouver personne. Et on est sorti de ça. On est sorti de ça avec de la, comment dire, un peu de témérité dans le jeu, un jeu très vertical, ça fonctionne assez bien. Crédit à Julian Nagelsmann. Et aujourd'hui, lui, c'est très malin médiatiquement de sa part, ne dit pas qu'il veut retourner comme entraîneur de club, ne dit pas non plus tout de suite qu'il veut prolonger son contrat alors que la fédération allemande n'attend que ça. Il dit, nous devons retrouver ce que nous sommes, c'est-à-dire être performant et être candidat au titre pour le mondial 2026. Et je pense que ça, sur le plan de la communication, c'est malin pour deux raisons. La première, c'est qu'on est sorti du piège Oliver Bierhoff qui s'était trop concentré sur le marketing. La marque Mannschaft, ça a été un échec parce que sportivement, ça n'a pas suivi. Et ce manque de talent qui aujourd'hui semble être dilué dans ce que tu disais à très juste titre, c'est-à-dire une vraie concurrence sur le plan national. Il y a un bloc Stuttgart actuellement dans l'équipe nationale, Angelo Stiller par exemple, Denis Sundav par exemple, qui était absent là pour léger pépin physique, mais il y a un bloc Stuttgart. Il y a quand même encore toujours un bloc Bayern, avec bien sûr Kimmich, Moussiala et Pavlovic. Et puis, il y a encore des apports de différents clubs, notamment Dortmund. Voilà, tout ça est pas mal. C'est pas forcément les meilleurs à tous les postes, mais c'est une Allemagne qui retrouve de l'ambition et ça suffit largement au bonheur de son public aujourd'hui. Donc ça, c'est très très bien à suivre. Et moi, j'avoue, je ne sais pas si vous êtes comme moi et si toi aussi, Mathieu, mais je retrouve un vrai sel à regarder cette équipe d'Allemagne qui, contrairement à d'autres sélections, nous propose un jeu pétillant, intéressant, ouvert, offensif. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal et ça nous empêche de nous endormir devant notre poste de télévision, contrairement à ce que j'ai pu voir d'autres sélections récentes comme l'équipe de France par exemple, ou la Belgique. Dernière question concernant la Mannschaft. À l'exception du doublé de Dennis Undav lors du match contre la Bosnie-Herzégovine et du but inscrit par Jamie Levling contre les Pays-Bas, justement, qui a permis donc 2 victoires en Ligue des Nations de la Mannschaft, même si je crois dans ta réponse qu'on abordait ces matchs davantage comme des matchs amicaux que comme des matchs de Ligue des Nations, puisqu'on faisait des tests. Mais à l'exception de ces 2 joueurs qui ont tiré parti de la situation pour se signaler, est-ce qu'il y a d'autres joueurs parmi les nouveaux venus ou des joueurs qui étaient là lors de l'Euro, mais qu'on a peut-être moins vus? Est-ce que selon toi, il y en a qui en ont profité pour attirer suffisamment l'attention pour que Nagelsmann
en viennent peut-être à les rappeler de façon plus régulière? C'est ma dernière question. Intéressant. Je pense on a vu ce que Julian Nagelsmann voulait essayer jusqu'à ce Schade qui est pas le premier nom qui nous viendrait à l'esprit, mais qui a apporté, vous avez vu peut-être si vous avez regardé avec attention la seconde période du match contre les Pays-Bas, qui a apporté de l'impulsion, du dynamisme, une espèce d'énergie presque démesurée, avec de la vitesse, avec le côté un peu, comment dire, un peu insolent presque vis-à-vis de l'adversaire dans son jeu, dans sa façon de jouer. Donc ça, c'est ce que Nagelsmann attend. Il l'a salué, il l'a loué d'ailleurs dans ses propos d'après-match à la télévision publique allemande. Je pense que les noms, on les a cités là. Tu as rajouté Leveling, qui est quand même très très intéressant comme joueur, très intéressant. Là encore, c'est du moyen bon. C'est pas du top player qu'on verrait à Manchester City. C'est pas une force de la nature, mais c'est un joueur qui a fait quand même déjà de très belles choses avec Greuther Fürth, avec Stuttgart, par exemple, et à qui Nagelsmann a dit je te récompense, tu viens en équipe nationale, et puis c'est pas forcément un one shot. C'est pas forcément tu viens puis tu repartiras. On l'implique et on implique tous ces gens-là. Et ce qui sous-entend, pour répondre à ta question, qu'ils ont leur chance, qu'ils peuvent avoir leur chance en fonction des états de forme. Néanmoins, il y a quand même un premier choix. Il y a quand même un premier choix avec Musiala, avec Wirtz, avec des joueurs qui sont en train de s'installer vraiment dans leur club. Est-ce que Denis Sundav en fait partie? C'est à voir. Est-ce que les défenseurs qu'on a appelés sur ces matchs de Ligue des Nations en font tous partie? C'est à voir. Mais il y a une vraie concurrence un peu partout. Et ça, c'est très bien. Avec en plus, allez, peut-être les 2-3 aboyeurs, entre guillemets, qui sont nécessaires à une équipe d'Allemagne digne de ce nom, c'est-à-dire des joueurs qui sont là pour dire les choses. Ça a pu être Hummels à l'époque de l'Allemagne de 2014 avec Schweinsteiger et avec Lahm. C'est ce qu'on attend aujourd'hui d'un Joshua Kimmich. Donc on a cette jeunesse renouvelée et concurrente, et on a aussi les tauliers qui peuvent prendre la suite. Donc globalement, cet équilibre me paraît quand même très intéressant pour les mois qui viennent. Ça sera très intéressant à suivre, notamment lors de la prochaine pause internationale qui aura lieu aux environs de la mi-novembre, alors que l'Allemagne affrontera de nouveau la Bosnie-Herzégovine, mais également la Hongrie. On pourra alors en discuter ensemble, toi et moi, David, au cours de notre prochaine émission. En attendant, ceci marque la fin de ce second épisode. David, encore une fois, merci infiniment pour ta précieuse collaboration et tes analyses, notamment concernant la grande nouvelle, c'est-à-dire la nomination de Jürgen Klopp à la tête, donc, en fait, grand patron de la direction sportive pour ce qui est du foot au sein de Red Bull. Alors, ce sera un dossier peut-être qu'on aura l'occasion de discuter aussi le mois prochain s'il y a des développements. En tout cas, c'est à suivre. Mais il peut se passer bien d'autres choses pour ceux qui connaissent et suivent l'actualité aussi assidûment que nous, ou presque, ou qui s'intéressent tout simplement à la Bundesliga et au football allemand. En tout cas, merci beaucoup encore une fois, mon cher David. Avec plaisir, et on invite nos auditeurs et nos fidèles à venir nous dire aussi peut-être leurs favoris. Si on reste sur le plan national, cette Bundesliga très intéressante. Est-ce que c'est la sensation en Francfort? Est-ce que c'est Stuttgart parce que Sébastien Hoeneß est l'entraîneur du moment? Est-ce que c'est un gros, le Bayern, RB Leipzig? Ça serait intéressant aussi d'avoir les retours de nos fidèles sur cette course au titre. On verra un peu après la trêve hivernale pour faire des pronostics tout à fait fiables. Mais en tout cas, cette lutte pour la première place est hyper intéressante cette saison, avec en plus Vincent Kompany, on en a peu parlé dans cette session-là, mais qui propose un jeu risqué. Et ça, c'est une locomotive aussi pour le football allemand, et je pense que ça correspond bien à ce qu'attend le sélectionneur. Donc il y a quand même beaucoup de synergies intéressantes, Mathieu. Oui, et dans un mois, on pourra toujours reparler de l'évolution du classement Bundesliga. Je pense qu'on ne sera pas à court de surprises. En attendant, j'en profite aussi, puisque on parle de l'intérêt, bien entendu, de notre auditoire. S'il y a parmi notre auditoire des gens qui ont des tuyaux ou
certains qui travaillent pour, mettons, certaines entreprises ou quoi que ce soit d'autre, nous sommes toujours à la recherche d'un commanditaire pour notre podcast, notre balado-diffusion. C'est une question de patience, j'en suis conscient, mais s'il y a des gens qui sont intéressés à vouloir contribuer à l'émission en tant que commanditaire, nous sommes ouverts à toutes les suggestions. Vous pouvez nous contacter directement sur X, @lorto ou @mattlemay. Vous pouvez donc nous joindre là-bas ou sur Facebook sous nos vrais noms, bien sûr. Nous sommes facilement joignables. Je rappelle aussi que l'émission est disponible via plusieurs plateformes, YouTube, Deezer, Spotify, Google Art Radio, Spreaker, Google Podcast, etc., etc. J'en oublie, je pense. Podcast Addict, bien sûr. Bref, vous pouvez trouver l'émission en mode audio ou en vidéo. C'est comme vous voulez. Vous pouvez la regarder donc où vous voulez, au moment que vous avez envie de la regarder ou de l'écouter. Donc, c'est ce qui conclut cette émission du Kaiser Foot. On se retrouve dans à peu près un mois en novembre. Ici Mathieu Lemay et en mon nom ainsi que celui de David Lortolari. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Salut!